Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons introduire un concept qui est très connu dans la science des données et primordial même dans la finance de plus en plus, qui est le réseau de neurones, enfin les réseaux de neurones, donc classiques pour l'instant. On va commencer par introduire le perceptron, puis on va aller jusqu'à implémenter from scratch un réseau de neurones profond. Il faut d'abord, pour comprendre les réseaux de neurones, introduire ce qu'est le perceptron. Donc le perceptron a été introduit par Frank Rosenblatt en 1957 et il a inspiré justement du fonctionnement des neurones humains. La sortie Y du perceptron est en fait une fonction f, donc c'est une fonction d'activation qu'on appelle communément comme ça dans les réseaux de neurones. Et dans cette fonction d'activation, donc on a nos entrées x et on va donc avoir un vecteur de poids. Donc ça c'est le vecteur des entrées x, le vecteur de poids y. On a un produit scalaire entre les deux. Et ensuite, on ajoute un biais qui est B. On passe tout ça dans une fonction d'activation et ce qui nous donne Y. Plus simple à comprendre, ça serait du coup la régression logistique. Qui en fait, le perceptron qui utilise la fonction d'activation sigmoïde est en fait tout simplement un modèle logistique. Donc c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver la droite parfaite pour séparer nos deux classes. Voilà. Et en fait, c'est simple, vu que f sera la fonction sigmoïde, ici, 1 sur 1 plus exponentielle de moins z, et z c'est une transformation linéaire. Donc on a notre transformation linéaire ici, comme dans la fonction logistique tout simplement, et f qui est donc la fonction logistique et qui nous donne une sortie entre 0 et 1, parce que cette fonction donne des sorties seulement égales à 0, seulement comprises entre 0 et 1, mais il peut être étendu à d'autres fonctions d'activation. Il y en existe vraiment énormément, mais les plus connus sont par exemple la fonction relue, la fonction tangente hyperbolique, ou encore la fonction OLU. Donc, ici, on voit bien, donc on va prendre de toute façon dans cet exemple, on va utiliser comme fonction coût la fonction sigmoïde, qui est définie comme ça. Donc, comme je le rappelle, la fonction sigmoïde donne des sorties qui sont toujours comprises entre 0 et 1. Comment on trouve les poids? Ce qui est important, c'est pour savoir comment on trouve les poids de notre modèle, parce que pour nous, on a un problème à résoudre, qui est un problème de classification binaire, avec soit une valeur qui prend 1, soit une valeur qui prend 0. Par exemple, je dois essayer de savoir si une voiture va avoir un accident en prenant en considération le temps qu'il fait, etc., qui sont nos variables x. Et W, ça sera les poids qui vont pondérer cette variable x et qui vont à la fin nous donner des sorties, une fois passé dans la fonction plus un biais, qui vont nous donner des sorties entre 0 et 1 et qui seront par exemple si 1 est égal à la voiture va avoir un accident, ça va nous donner en fait une probabilité entre 0 et 1, et plus cette probabilité sera proche de 1, plus il y a de chances que la voiture ait un accident, si le modèle est correct, et plus la probabilité est proche de 0, moins il y a de chances pour que la voiture ait un accident. Mais pour ça, il faut bien trouver nos poids, parce qu'on ne peut pas les deviner comme ça, et il existe plusieurs techniques, mais on va introduire l'entropie croisée binaire. En anglais, souvent, c'est binary cross entropy. Et elle provient en fait d'un concept en statistique qui s'appelle la vraisemblance. On va introduire l'équation de vraisemblance, qui est un produit. Donc voilà l'équation. Et ensuite, il faut qu'on trouve la log vraisemblance, parce qu'on peut pas, c'est très compliqué numériquement pour un ordinateur de résoudre, de maximiser un produit, parce que le produit va avoir un comportement bien plus explosif qu'une somme. Et donc du coup, on va prendre le logarithme de ce produit pour transformer ce produit en une somme, ce qui nous donne cette équation, et qui une fois développée peut être résumée comme celle-ci, avec un terme bien sûr 1 sur n pour normaliser nos résultats, pour pas qu'ils prennent des valeurs extrêmement grandes, et que ça soit plus simple pour notre descente de gradient qu'on verra tout à l'heure, pour qu'elle converge plus facilement. Donc il faut introduire, donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a compris que on a un perceptron, le modèle le plus simple neurone de base, donc le perceptron est défini comme tel, c'est-à-dire une sortie y, et c'est en fait une transformation linéaire dans une fonction d'activation f. Ensuite, on va pouvoir étendre le concept au réseau de neurones, donc au réseau de perceptrons. Un réseau de neurones classique, donc feed-forward, va être composé donc tout le temps d'une couche d'entrée, qui sont en fait finalement juste les variables dans nos features dans notre vecteur x. Donc par exemple, si on veut prédire le temps qu'il fera demain, on peut utiliser le temps qu'il fait aujourd'hui, le temps qu'il a fait hier, etc. Et puis d'autres paramètres comme la pression de l'air aujourd'hui, la pression de l'air avant-hier, et donc toutes ces features dans notre vecteur X sont en fait la couche d'entrée. Une fois qu'on a notre couche d'entrée,
eh bien, on va avoir nos couches cachées qui vont transformer ces entrées. Et enfin, pour finir, la couche de sortie qui est liée aux couches cachées et qui va nous donner notre sortie de notre réseau de neurones. Donc ça peut être par exemple plusieurs classes si on a un problème de classification multiclasse, juste un seul neurone si on a juste une régression à faire avec une unique variable, ou alors une classification binaire comme on va le voir dans notre exemple actuel. Donc on rappelle la sigmoïde, on rappelle du coup notre fonction Q qui est déduite de la vraisemblance et qui est en fait donc la binary cross entropy, et on va pouvoir introduire notre réseau. Donc on va utiliser que deux variables pour simplifier, donc x1 et x2 qui sont donc les neurones de la couche d'entrée. On va avoir une seule couche cachée avec 3 neurones, donc H1, H2, H3, ce qui sont les neurones de la couche cachée, et un seul neurone de sortie, car enfin on a un problème de classification binaire, et donc du coup on a juste un neurone de sortie qui prend des valeurs entre 0 et 1, et donc qui a une fonction d'activation sigmoïde ou logistique. C'est pareil. La matrice, donc on a une première matrice, donc W1, qui est la matrice qui fait toutes les transformations linéaires de la couche d'entrée aux neurones cachés. Et donc c'est ensuite ça qu'on va passer dans nos fonctions d'activation pour chaque neurone. Et ensuite un vecteur, donc vu qu'on n'a qu'un seul, ici, là on a besoin d'une matrice car on a plusieurs neurones dans la couche. Ici on n'a qu'un seul neurone de sortie. Donc du coup ce neurone de sortie va juste prendre un vecteur de poids qui va pondérer H1, H2, H3 pour seulement du coup le neurone de sortie vu qu'on en a qu'un. Donc c'est un vecteur. On va avoir notre biais de la couche cachée qui est un vecteur et notre biais de la couche de sortie qui lui est seulement un scalaire vu qu'on a seulement un neurone dans la couche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça et on va y revenir petit à petit quand on va faire l'implémentation du modèle. Tout d'abord, on va définir les fonctions les plus importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau de neurones, ça fonctionne avec deux étapes. Déjà la forward propagation, qui est en fait le fait de justement faire nos prédictions, donc faire nos transformations linéaires, les passer dans les fonctions d'activation, refaire des transformations linéaires, et les passer dans des fonctions d'activation, etc. Jusqu'à arriver au dernier neurone, qui est notre dernière couche de neurones, qui est notre couche de sortie. Donc ça, c'est la forward propagation. Donc nous, c'est assez simple. On a juste une couche cachée qui prend en entrée du coup les inputs qui sont un vecteur X et notre matrice de poids W1 qui va du coup pondérer donc nos features, et ici un biais donc B. Ensuite, la deuxième étape, c'est le fait de trouver nos poids. Et cette étape s'appelle la backpropagation. Comment ça se passe dans un réseau de neurones? C'est plus compliqué que pour le perceptron classique et pour la plupart, par exemple pour la régression linéaire ou autre, car en fait, tous les neurones sont liés en fait. Et donc ce gradient, tous ces gradients d'ailleurs, ces 4 gradients nous donnent quoi comme information? Ils nous donnent l'information. Quand on fait varier d'un pas infinitésimal, en fait c'est le même principe qu'une dérivée, mais généralisée à un vecteur. Et d'ailleurs même à une matrice, même si le terme gradient pour la matrice est un petit peu un abus de langage, on devrait parler de matrice aux dérivées partielles, ou matrice de dérivées partielles plutôt. Mais dans le cas du deep learning, on parle de gradient. D'ailleurs, même là où ce n'est plus un gradient, vu que d'Héron B2 est juste une dérivée partielle. Mais le principe reste le même. Il nous donne l'information de comment notre fonction Q varie par rapport à nos poids. Tous les gradients ici, et surtout, tous les gradients, tous ces résultats ici, donc les delta 2, qui sont nos erreurs de couche, les deltas ici, et qui sont en fait calculés grâce à la règle de la chaîne. La règle de la chaîne, c'est ce qui nous permet de dériver des fonctions, en fait, qui dépendent d'autres fonctions. Et c'est très utile dans les cas de réseaux de neurones parce que justement on a des chaînes de fonctions comme ça qui peuvent être relativement longues, et donc la règle de la chaîne nous permet justement de trouver ces gradients et de résoudre le problème. Donc on va pas aller dans les détails de comment on utilise la règle de la chaîne parce que ça prendrait bien 15 minutes en plus de la vidéo. Donc si vous voulez un bonus où je montre comment trouver ces résultats là, je referai une vidéo annexe ou bonus à celle-ci. Mais pour le moment, on va accepter ces résultats comme vrais et juste pour information, ils sont trouvés grâce à la règle de la chaîne. Donc, vu qu'on peut savoir comment notre fonction Q varie par rapport aux différents poids et aux différents biais, eh bien on peut trouver les différents poids et biais optimaux grâce à un algorithme qui s'appelle la descente de gradient. C'est un algorithme itératif
où on commence par initialiser en fait nos poids de manière aléatoire. Donc logiquement, notre modèle prédit aléatoirement en fait nos classes si c'est un problème de classification. Et on va donc prendre nos nouveaux poids à chaque itération qui vont être égales aux anciens poids moins un learning rate fois le gradient de notre fonction coût par rapport aux paramètres, aux anciens paramètres. Quelle est l'intuition derrière? Imaginons que ici, notre gradient, il est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait varier nos paramètres ici, de manière donc toujours positive, c'est voilà, si on les fait varier un tout petit peu d'un pas positif, d'un infinitésimal pas positif, eh bien, notre fonction j va varier elle aussi positivement. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est minimiser notre problème. Donc, il faut soustraire d'un coefficient alpha, qui est notre pas d'apprentissage, la vitesse, si je peux dire, de notre apprentissage, à nos anciens paramètres. Vu que si on ajoutait, donc aussi alpha, là, si on mettait plus alpha, bah on irait dans le sens contraire, en fait. On augmenterait notre fonction coût, vu que notre gradient est positif. Et vice-versa. Si le gradient est négatif, ça veut dire que si on veut varier positivement nos poids, bah la fonction baisse. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire varier positivement nos poids, justement pour que la fonction baisse. Et donc, le gradient étant négatif, ça c'est négatif. Moins fois moins, ça fait plus. Et donc, on ajoute à nos paramètres un pas positif, ce qui va faire baisser notre fonction coût. Et c'est comme ça, en fait, on utilise l'information fournie par nos gradients dans cet algorithme pour justement trouver nos minimums locaux et espérer trouver notre minimum global. Justement, le but, c'est de trouver notre minimum global, et si on a un alpha trop faible, on risque de tomber dans des minimums locaux. Si on a un alpha trop grand, on risque juste de parcourir et de survoler notre fonction coût. Et donc, au final, de ne jamais trouver de minimum adéquat. Donc, c'est un compromis. Il faut trouver le alpha optimal aussi, mais c'est un autre sujet. Donc, voilà une explication de ces concepts. Ensuite, donc on a nos deltas ici, on va implémenter. Donc là, c'est toute la partie qui va être utile pour la forward propagation. Et ici, c'est pour la back propagation, pour trouver nos poids optimaux, pour entraîner notre modèle. Donc tout d'abord, delta 2. On a pareil, juste à recopier l'équation qui est juste ici, de delta 2. Comme je rappelle, on peut trouver ça grâce à la règle de la chaîne. J'ai pas mis les détails parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. On a juste à recopier ici le delta, qui est l'erreur de la couche de sortie, et mettre float, sinon on va avoir, pour être sûr que ça soit bien un float qui soit de sortie et non un numpy array avec une seule composante. Ensuite donc on définit delta A. Delta 1, il faut une boucle J parce qu'il est défini pour chaque composante WJ de cette manière-là. Et donc du coup, il faut écrire une boucle qui pour chaque J va définir la composante dans D1, ici, qui est un vecteur. Donc après, on a juste à recopier, hein, on recopie juste la formule qui est ici, et ensuite, on va pouvoir du coup calculer nos gradients de notre fonction coût par rapport au vecteur des poids, donc W2, et par rapport à la matrice des poids, W1. On a juste à recopier les formules vues plus haut, ici. Donc là, ça dépend de J et I, donc du coup, on a une double, vu que c'est une matrice, on a une double boucle, une boucle J et une boucle I, parce que chaque composante est définie de cette manière-là. Et pareil, ici, sauf que, vu que c'est un vecteur, on a juste une boucle for à mettre. Une fois qu'on a ça, dans un premier temps, il faut initialiser toutes nos variables dans notre modèle. Donc, on va initialiser X, qui est donc notre couche d'entrée, donc nos features. C'est juste pour tester. Là, on va juste tester si tout fonctionne correctement. Ensuite, on va initialiser W1 avec donc, random numpy np.random de standard normal qui nous permet de générer des variables aléatoires qui proviennent d'une loi normale centrée réduite. Et donc ici, on génère un vecteur donc, de taille 2. Ici, une matrice de shape 3,2. Vecteur colonne de taille 3. Un vecteur colonne de taille 3 pour le billet 1, un scalaire pour le billet 2, et ici, un scalaire pour Y. Et on va juste tester, voir si ça fonctionne bien. Et on voit que toutes nos variables s'initialisent parfaitement. On peut voir comment, en haut, c'est censé être un scalaire, hein, vu que c'est la sortie de notre classification. H, c'est censé être un vecteur de taille 3,1. C'est exactement ce qu'on a. Ensuite, on va voir... donc ça, c'est delta 2, delta 1. Ici, c'est vu que nos gradients pour les biais, en fait, ils sont juste égaux à delta 2 et delta 1. Du coup, pour éviter de réécrire une fonction, on utilise
on initialise juste dj db2 de cette manière-là, juste en appelant la fonction delta une deuxième fois. Donc du coup, on va vous regarder à quoi. Donc normalement, le 2, c'est censé être un scalaire. On a bien un scalaire. Et donc ici, c'est un vecteur de shape 3. Donc un vecteur colonne de taille 3. Ensuite, dj2, dj1, qui sont en fait nos dérivés de la fonction j par rapport à nos vecteurs de poids, donc nos gradients. Dérivés, c'est pareil, c'est un abus de langage. C'est censé être un gradient, celui-là, et ça, c'est une matrice dérivée partielle. Donc là, on a bien un gradient. Comment varie notre fonction coupe par rapport à chaque paramètre W2. Et ici, comment varie notre fonction coupe pour chaque poids W1 qui sont contenus dans cette matrice. Et une fois qu'on a ça, on a juste à tout mettre en commun dans une fonction pour entraîner le modèle. Elle prend x et tous nos paramètres en entrée, plus le learning rate qu'on a vu ici dans la descente de gradient, pour contrôler la vitesse d'apprentissage. Plus alpha est grand, plus il y a de chances d'aller trop vite et de jamais trouver les minimums. Si alpha est trop petit, on va stagner et on va risque de tomber dans des minimums locaux. On commence par une boucle pour chaque valeur de y dans notre vecteur. On a h ici, donc on met x. Le reshape, là, c'est pour que la shape de x convienne bien aux fonctions qu'on a définies. Ici, W1, c'est notre matrice des poids. B1, c'est notre vecteur de biais. Donc ça, c'est pour notre première couche de notre réseau de neurones, donc la couche cachée. C'est pour de la couche d'entrée à la couche cachée. Et ensuite, O, c'est pour la couche cachée jusqu'à la couche de sortie. Donc ça, c'est notre sortie du réseau de neurones. En input, on prend H, qu'on vient juste de calculer, W2, le vecteur de poids, et ensuite un scalaire B2 qui est notre biais. Ensuite, c'est bien, on a fait notre première prédiction, mais ensuite on va devoir ajuster nos poids, parce que notre modèle n'est pas encore entraîné, il est naïf et il fait des prédictions un peu au hasard pour l'instant. Donc, pour cela, il faut utiliser la backpropagation. Donc on va commencer par définir quels sont nos gradients, tout simplement, avec les fonctions qu'on a vues précédemment. Le gradient des biais, le gradient de la fonction coût par rapport au biais, les gradients pareil de la fonction coût par rapport au poids. Et une fois qu'on a ça, on a juste le alpha là, appliquer juste cette formule là, la formule de la descente de gradient. C'est-à-dire ajuster nos poids en fonction des dérivés qu'on a ou des gradients qu'on vient de trouver. Ce que ça veut dire là, c'est que la nouvelle version de nos poids ou de nos biais va être égale à nos poids actuels moins, c'est pour ça qu'on a moins égal, moins alpha fois donc la dérivée ou le gradient correspondant. Donc ici, le gradient correspondant, c'est bien dj2. Et donc ensuite, on réitère ça pour toutes les valeurs de y. Et on met à jour nos poids, etc. Et on améliore à chaque fois les prédictions de notre modèle, petit à petit. Et ici, une classe pour simplement donner des prédictions. Et pour avoir nos prédictions complètes. Donc c'est tout simple, hein, ça définit une liste y hat, qui est en fait les prédictions de notre modèle. Et ensuite, on lance la boucle, pareil, pour chaque valeur dans la matrice X des inputs, et on va justement faire la forward propagation en initialisant H, ensuite O, et tout simplement, O c'est notre prédiction, et on l'ajoute dans y hat. Et ensuite on renvoie y hat. Pour montrer comment ça fonctionne, on va utiliser un truc pratique dans scikit-learn, donc dans scikit-learn.dataset, make circles, qui permet de générer un jeu de données qui n'est pas séparable linéairement. Et justement, c'est très pratique parce que là, on peut pas tracer de droite qui sépare correctement nos deux classes. On est obligé de construire deux cercles qui les séparent. Et donc, ça permet de nous définir un problème qui n'est pas séparable linéairement et de montrer parfaitement en quoi les réseaux de neurones sont très pratiques pour traiter les problèmes non linéaires, qui sont d'ailleurs extrêmement nombreux dans le monde réel. Il y a peu de problèmes linéaires et les réseaux de neurones justement permettent de traiter tous ces problèmes qui sont non linéaires. Donc on va commencer, on va introduire le concept c'est d'entraînement grâce aux époques. En fait les époques c'est tout simplement, ça va définir combien de fois notre modèle va voir le jeu de données pendant l'entraînement. Et donc ici on va définir pour commencer un nombre un peu plus faible, c'est-à-dire 5. On va laisser un alpha égal à 0,001 et on va lancer. Donc je reprendrai après. Donc voilà, le modèle a fini de son entraînement. Maintenant, on peut faire nos prédictions. Donc c'est simple, on va juste dire, si la probabilité est plus grande que 0,5, c'est dire que y a plus de chances pour que ça soit 1 que 0, donc on va dire que c'est 1. Et si c'est le contraire, c'est dire qu'il y a plus de chances que ça soit 0 que 1, donc on met 0. Parce qu'on peut traiter en fait la sortie comme une probabilité d'appartenance à une classe, tout simplement. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. On peut voir notre accuracy, ici, donc on l'a défini, hein.
tout simplement, qui est tout simplement la proportion de bonnes valeurs prédites par rapport à notre total dans notre des valeurs prédites, tout simplement. Et donc du coup, on a une accuracy de 0,86, ce qui est pas mal, mais c'est pas, on pourrait sans doute faire mieux. Là ici, donc le plus important, c'est d'afficher donc nos frontières de décision. Et donc on voit que notre frontière de décision ici n'est pas très claire. On voit que il n'a pas encore tracé ce qui pourrait être le plus rationnel, des cercles, sortes de cercles qui séparent nos classes. Ici, on a plutôt des sortes de bandes qui vont ici, plus on est au centre, et encore, ça l'est pas parce que par exemple là, toute cette partie-là, il nous le prédit comme étant du 1, donc, mais alors c'est pas du tout le cas. Là, on est juste, tout ce qui est sur les côtés, c'est correct. Ici, ce n'est pas correct et on voit que donc c'est encore cafouillis et que c'est vraiment pas, on n'est pas du tout dans la bonne représentation. Donc notre modèle n'est pas encore très très bon. Et donc l'entraînement est terminé. Et là, on voit une accuracy qui augmente encore. On est à 0,92. Et notre frontière de décision qui commence petit à petit à devenir quelque chose de plus, mais qui ne l'est pas encore. Donc là, on va mettre vraiment un nombre d'époques bien plus important, c'est-à-dire 100, et je vous reprends juste après. Et on va voir que notre frontière de décision sera normalement parfaitement ce que l'on aurait pu nous en déduire. Sauf que là, c'est totalement automatique, et c'est notre réseau de neurones qui a appris tout seul grâce au concept vu plus haut. Bon, le petit problème, c'est que je n'ai pas vu, mais je sais pas pourquoi, il y avait ici range 10 et non range époque comme il aurait dû l'être. Du coup, on a eu à chaque fois donc de 10 époques en 10 époques et on a pu voir l'évolution de 10 époques en 10 époques, comment notre frontière de décision varie. Donc je reprends et cette fois donc le code correct c'est ça, c'est on définit notre nombre d'époques et ensuite on va itérer dans ce nombre d'époques. Donc une fois qu'on a fini d'entraîner notre modèle avec les 100 époques, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà que l'accuracy est passée à 100%, c'est-à-dire que notre modèle est parfait et fait des prédictions qui sont parfaites. Et là, le plus intéressant, c'est que lorsqu'on affiche la frontière de décision, on voit que ça comprend parfaitement notre jeu de données. On voit que plus on s'éloigne du centre, plus la probabilité que y soit égal à 1 diminue, jusqu'à devenir quasiment nul, on voit ici. Et vice versa, plus on se rapproche du centre, plus il comprend que la probabilité est très très proche de 1 pour que notre y soit égal à 1. Et donc là, on a un modèle qui prédit parfaitement et qui est très adapté pour faire des prédictions et pour résoudre notre problème de classification. Donc ça sera tout pour cette vidéo sur les réseaux de neurones et cette introduction et cette implémentation des réseaux de neurones. On voit très bien que les réseaux de neurones sont très adaptés pour résoudre des problèmes non linéaires comme celui-ci et qu'on peut, avec des concepts théoriques, les implémenter en Python et justement résoudre ces problèmes à partir de rien, à part les concepts théoriques. Bien sûr, cette implémentation n'est pas optimisée, sinon ils n'auraient pas inventé TensorFlow, PyTorch et toutes les librairies de deep learning qui sont optimisées pour tout ce qui est parallélisation avec le GPU, les TPU, tout ça, et même l'automatisation du calcul des dérivés. Là, on va pas, quand on va vouloir résoudre des problèmes, on va pas réimplémenter à chaque fois un réseau de neurones à la main from scratch, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et ça serait clairement pas optimisé. Surtout si on a des réseaux qui se deviennent de plus en plus profonds avec de plus en plus de couches de grande taille, où là, ça devient vraiment complexe de calculer les dérivés. Mais ici, c'était juste pour montrer et vraiment prendre tous les concepts théoriques, les implémenter pour essayer de mieux comprendre justement comment fonctionne un réseau de neurones. Et ensuite, avec cette meilleure compréhension, on peut forcément mieux les utiliser et arriver à aller plus vite pour résoudre nos problèmes en utilisant les librairies adaptées comme PyTorch, TensorFlow. Vu qu'on sait et on a déjà l'intuition et on connaît les concepts que ces librairies utilisent. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner ou commenter pour me donner des idées de vidéos dans le futur. Si vous souhaitez travailler avec moi pour diverses missions comme des missions en rapport avec la science des données ou plus spécialement la finance quantitative, vous pouvez me contacter. J'ai mis mon LinkedIn et mon compte Malte en description. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.